Aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo pour expliquer le lien entre le comité paix et services de l'Assemblée de France des Quakers et puis l'association Stop Fueling War, euh, qui se traduit Cesser d'alimenter la guerre. L'idée, c'est de montrer un petit peu la genèse de ce lien qui s'est créé il y a moins d'un an entre le comité et puis cette association. Expliquer pourquoi il y a des liens qui se sont faits et aussi avoir un premier rapport sur les vérités et les contre-vérités concernant ce domaine très particulier et en quoi aussi la France se distingue des autres par rapport à cette question. Donc voilà, alors comment s'est fait ce rapprochement? En fait, le comité paix et services avait deux délégués qui sont allés à l'événement des comités de paix et services d'Europe, du Moyen-Orient, à Kortenberg en Belgique en 2019, où Karen King de l'association et elle-même Quaker parlait de euh, Stop Fueling War et expliquait leur mode d'action, leurs problématiques et soulignait la question de la France dans ce rôle-là et en quoi la France n'était pas comme les autres pays quand on parlait de l'industrie de la défense. Donc j'expliquerai ça un petit peu plus tard. Euh, le rapprochement s'est fait assez naturellement parce que l'association a des origines Quaker. De nombreux membres de cette association sont des Quakers, mais pas tous. Certaines méthodes sont restées dans la manière de fonctionner avec des secrétaires, dans la manière de fonctionner avec euh, des comités, des sous-comités, etc. Il nous a paru assez évident aussi d'essayer de relayer, d'aider cette association, de par le fait qu'elle ait beaucoup moins de moyens que d'autres associations très connues, comme Amnesty, qui travaille énormément sur la question des armes, de- du marché des armes et de l'armement. Il y avait un besoin sur cette association spécifiquement pour la France, parce qu'il y a un bureau français de l'association à Paris, alors que beaucoup de membres ne sont pas francophones, ne sont pas natifs francophones, et il y a un besoin particulier parce que la vie associative, les questions juridiques, politiques, etc., qui sont posées par ce marché, mais il faut bien connaître effectivement la culture française pour pouvoir aider. Donc il y avait un besoin à ce niveau-là. Le lien qui se fait entre les deux, c'est informer les assemblées de France sur ce que fait Storm Fueling War, euh, relayer leur message, leurs demandes. Ça peut être aussi accueillir des membres de l'association qui viennent à Paris lors des salons de l'armement, par exemple, lors de Rosatori, ou du salon du Bourget, ou de Millipol. Donc accueillir des membres ou les aider concrètement sur place, euh, aller avec eux sur le salon, et puis apporter une aide au niveau de la francophonie, quoi, de la langue. Euh, voilà. Alors quand on tire un peu la bobine, on a tous dans le comité, on n'était pas forcément formés aux questions de l'armement. Et donc on a souhaité se donner l'été 2020 pour un peu connaître mieux ce domaine. Parce qu'il demande d'avoir quand même des petites connaissances et démystifier certaines choses. Euh, D'abord, c'est une industrie qui a ses éléments de langage. Et une des missions, c'est justement de redonner le vrai sens à ces mots. On entend souvent des questions de sécurité nationale, de défense. Euh, et il y a quand même un raccourci qui est fait lorsqu'on dit que la sécurité et la défense ne peuvent être assurées que par des armes et des systèmes d'armement. C'est ce que dit Stop Fueling War. C'est d'ailleurs une des choses qui les distingue, c'est de dire redonnons le sens à la sécurité et la défense, surtout après l'épisode de pandémie mondiale,
où clairement, ce n'est pas les armes qui permettent nécessairement la sécurité et la défense. Donc, les armes n'ont pas le monopole de ce qui constitue la sécurité et la défense, voire jouent des rôles à l'encontre de la sécurité et de la défense, car on sait que là où on vend des armes, très souvent, elles se retournent au long terme contre ceux qui les ont vendues. Là où des victimes innocentes sont faites par des armes qui viennent de chez nous, euh, il y a un sentiment de vengeance qui naît. La violence nourrit la violence. Donc, euh, en réalité, certaines actions de la France, par exemple au Yémen, lorsqu'on sait que des civils sont tués par des bombes françaises, ne sont certainement pas des questions de défense ou de sécurité. Au contraire, elles posent des risques de sécurité pour la France. Donc, démystifier cette question-là. Euh, Ensuite, un autre mythe, c'est le secret défense. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas parler de certaines choses parce que ça serait nocif pour la sécurité, et donc il y a besoin de ce secret défense, qui est utilisé à tour de bras pour en réalité masquer les actions des entreprises impliquées dans la défense, dans la fameuse défense, euh, et dans l'armement et dans la guerre. Euh, Dès que des juges, par exemple, essayent d'enquêter sur des questions de corruption, on leur oppose le secret défense. Mais c'est totalement pour des raisons politiques, ce n'est absolument pas une question de secret défense. Il y a d'autres choses, par exemple, le nombre de personnes qui travaillent véritablement dans l'industrie de la défense est peu connu, il est mal connu, et on nous oppose le droit au secret défense. Parce que savoir combien de personnes travaillent véritablement dedans euh, donnerait une idée du bien-être de ces entreprises. Euh, Or, on estime que donc l'industrie de la défense cite souvent le chiffre de 200 000 employés directs et de 400 000 si on compte les sous-traitants. Mais rien ne prouve ces chiffres-là. Et lorsqu'on cherche à en savoir plus, secret défense. Donc, euh, ça, c'est un problème. Et c'est un mythe, cette question de secret défense. Bien sûr que certaines informations doivent être confidentielles, mais d'autres le sont faussement. J'ajoute que quand on cherche un peu le, les questions liées à la défense, le fait de armer un pays pour des opérations de guerre, il ne s'agit absolument pas de la défense du pays, il s'agit de l'attaque, pas autre chose. Euh, on entend souvent, et on le verra un peu plus tard, cet argument, mais si nous, on ne leur vend pas, d'autres le feront. C'est pas, si la France arrêtait de vendre des missiles à l'Arabie saoudite ou d'entretenir des contrats qu'ils ont signés avec voilà, des engagements à réarmer, euh, d'autres le feraient. Euh, oui, mais enfin, ça ne peut pas. On voit bien que éthiquement, c'est quand même un argument qui a ses limites. On peut aussi souhaiter que, comme l'Allemagne, ou comme d'autres, on arrête de vendre euh, à l'étranger lorsqu'on ne sait pas très bien comment vont être utilisées les armes. Ça serait le premier point. Il y a aussi cette question des armes pour la paix, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Les armes qui serviraient à instaurer la paix, en réalité, au long terme, ça finit toujours par se retourner contre les gens qui arment. Même dans les opérations militaires, on voit par exemple au Mali récemment des opérations de maintien de l'ordre ou d'aide au maintien de l'ordre avec des armes françaises se retournent en fait contre des ressortissants français au bout d'un moment. Donc c'est un argument qui a beaucoup de limites. Euh, il y a aussi ce mythe que l'armée soutiendrait la stratégie industrielle liée à la défense. Or ça, c'est vraiment pas du tout le cas. Il y a des militaires c'est ce que nous avons expliqué des personnes à Stop Fueling War, il y a des militaires qui viennent parler avec les associations, les différentes associations, euh, et qui viennent dire qu'ils ne soutiennent absolument pas le fait de vendre telle ou telle technologie ou tel type d'armes à des pays. Il faut vraiment distinguer
cette stratégie de défense qui serait dans l'intérêt national et celle qui est une stratégie industrielle qui consiste à vendre des armes pour gagner de l'argent et rien d'autre. Euh, donc les militaires ne sont pas forcément automatiquement pour les stratégies développées par les entreprises liées à la défense. Euh, et puis l'autre, alors ça c'est peut-être pas un mythe, mais ce qui est souvent défendu par les personnes impliquées dans ce domaine, c'est que c'est le fait de vendre à l'étranger qui rend la stratégie de défense moins chère. Et donc, c'est comme ça qu'on justifie de vendre à un peu n'importe qui, parce que c'est ce qui rend notre défense moins chère. Euh, mais bon, là encore, c'est un argument qui a ses limites. On ne peut pas tolérer de vendre à n'importe qui, surtout lorsqu'on a signé des accords en 2014 dans le traité qui régit le commerce des armes, ou des engagements communs avec l'Union européenne à ne pas vendre à tel ou tel pays. Euh, Quelques chiffres aussi qu'il est important de garder à l'esprit. Il y a une, il faut quand même garder le sens de la mesure sur le marché des armes. Dans le monde entier, ça représente 2000 milliards de dollars, donc si on fait une conversion rapide, 1619 000 milliards d'euros en un an. Si on divisait ça par habitant de la planète, hein, les quelques 7 milliards que nous sommes, ça fait 207 euros par habitant de la planète. Donc il y aurait bien d'autres moyens de faire la paix avec ça. Déjà, l'OMS dit qu'avec 225 milliards, ça stopperait la faim dans le monde. Une fraction de ce budget-là alloué à la santé euh, éviterait un très grand nombre de conflits. Donc, euh, il y a beaucoup de conflits entre des pays qui pourraient se résoudre avec les moyens colossaux qui sont mis en œuvre pour l'achat d'armes et donc pour la vente d'armes. Un autre chiffre clé qui peut être parlant, c'est qu'une journée de budget militaire sur l'ensemble de la planète, c'est une année de budget pour l'Organisation mondiale de la santé. Un autre chiffre qu'on a trouvé assez parlant, c'est de dire que le danger le plus mortel pour les soldats américains, ça n'est absolument pas le combat, c'est le suicide. Ça montre à quel point on parle vraiment d'une industrie qui n'est pas anodine. C'est aussi une industrie extrêmement polluante. Euh, il est connu que le Pentagone, à lui seul, pollue autant que le Portugal. Que souvent, les marchés qui sont passés favorisent le marché pétrolier. Et donc, un marché qui est plutôt de l'ancien temps, quoi. Euh, et puis, c'est une industrie qui dépend énormément de l'acier, dont la production est aussi extrêmement polluante. C'est une industrie qui est ouverte à la corruption parce que, comme il y a un secret défense qui pose dessus, très facilement on peut cacher par exemple le montant des commissions. Ou encore pire, on a connu des affaires comme Karachi, où des ingénieurs ont été visés suite à des problèmes de corruption qu'il y avait eu lors de marchés passés, qui étaient ouverts à des rétro-commissions, et qui servaient d'argent sale en fait, destiné à la politique française. La même chose pour les frégates de Taïwan, et il y en a encore beaucoup d'autres. Donc le secret défense mène à une corruption, un niveau de corruption notoire qui n'a rien à voir avec les autres domaines. Euh, Puis il y a aussi cette vérité, c'est que de tout temps, on entend les victimes être capables de dire quelles armes les ont frappées, d'où venaient les armes qui les ont frappées. Euh, à la Deuxième Guerre mondiale, en France, les gens distinguaient les avions anglais des avions allemands, pas simplement par les drapeaux qu'il y avait dessus, mais ils pouvaient dire ça c'est un Spitfire, ça c'est un Messerschmitt, ça c'est un avion P-38, etc., américain. Euh, et donc, les attaques qui sont menées avec des armes françaises sont signées Made in France. D'ailleurs, c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes en fait à l'industrie de l'armement. Ils ont très très peur qu'on retrouve des armes estampillées Thales ou autres euh, dans des maisons de civils, par exemple.
au Yémen. Donc, euh, les victimes ont toujours su identifier ça. Et dans les peu de reportages qui émergent, par exemple en Égypte, où les gens savent quelle technologie les espionne, la France signe ces exactions. Alors un petit regard sur les, les chiffres. Donc la France est troisième dans les exportateurs d'armes. Loin devant, il y a bien sûr les États-Unis et la Russie. Et surtout, ce qui explique un petit peu pourquoi la France est l'objet de toutes les attentions, c'est que la France, dans la période 2014-2018, donc des choses très récentes, est passée de cinquième ou sixième exportateur à troisième. Donc c'est celle qui a connu la plus forte progression en 2014-2018. Elle est numéro un dans sa progression sur le marché de l'armement. Et puis il y a aussi ses clients, l'Égypte, à qui on a vendu des Rafales, des frégates. C'est l'Égypte qui a racheté la fameuse frégate euh, qu'on avait interdit, je crois que c'est la frégate Mistral, qu'on avait interdit de vendre à la Russie lors de l'invasion de la Crimée. Et donc ce bateau s'était retrouvé à vendre et c'est l'Égypte qui l'a racheté. Euh, et puis l'Arabie Saoudite, qui est aussi un client problématique, notoire, quoi. Et donc le deuxième, ce serait l'Inde. Mais c'est pourquoi la France est l'objet d'attention en ce moment par les ONG, c'est sa forte progression, sa position sur le marché quand même, et puis les clients avec lesquels elle a des contrats. Donc, pourquoi elle est ciblée par les ONG? Donc, c'est la plus grosse progression en 5 ans, ça on vient de le dire. La France est dans un non-respect des traités internationaux qu'elle signe. Elle a signé en 2014 le traité sur le commerce des armes, euh, où il était dit que le doute seul, donc la suspicion seule sur l'utilisation des armes contre des civils, euh, doit suffire à empêcher le contrat, à rompre le contrat. Et ça, elle ne le fait pas. Alors que clairement, en Arabie Saoudite, on sait très bien que des armes, c'est documenté. Il y a des documents qui ont fuité, que le ministère refuse de commenter, mais n'empêche que il y a des armes utilisées contre des civils au Yémen, c'est très clair. La même chose en Égypte. Les technologies qui sont vendues à l'Égypte servent à l'oppression des civils, pas simplement à la lutte antiterroriste, contrairement à ce qui est affiché. Euh, Pourquoi la France est ciblée? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de relais dans la société civile. Elle est vraiment très différente, la France, par rapport aux autres. Il y a peu d'informations. Peut-être qu'il y a des liens avec des groupes médias, on ne sait pas trop. On sait que Dassault est propriétaire de Figaro, du groupe Figaro. Mais ça ne suffit pas à expliquer le fait qu'il y a peu de relais dans les médias sur ces questions-là, contrairement au reste de l'Europe. Contrairement au reste de l'Europe. Euh, Par exemple, il y a eu, là on célèbre, on célèbre pas, ça fait 5 ans qu'il y a une guerre au Yémen. Il y a eu des événements qui ont été organisés pour ça. En France, on n'en a pas entendu parler. Et puis, bien sûr, l'autre gros souci, c'est le fait que la France est organisatrice des plus gros salons de l'armement. De par sa position géographique intéressante, qui est centrale en Europe, mais pas seulement, la France, et par le fait que médiatiquement ça pose moins de problèmes qu'ailleurs, la France organise Eurosatory, Milipol, le Salon du Bourget, qui sont des hauts lieux de la vente d'armes, de la signature de contrats, de la finalisation officielle de contrats avec n'importe quel régime. Euh, donc ces deux salons-là sont la cible des ONG parce que c'est là qu'on peut y créer des événements. Beaucoup d'ONG viennent sur ces salons-là, pas simplement Stop Foreign War évidemment. Il y a Amnesty, il y a Extinction Rebellion, il y en a plein d'autres. Euh, mais voilà, ces salons-là quand même posent problème. Euh, Elle est ciblée aussi parce qu'elle a peu de scrupules sur ses deux gros clients, Arabie Saoudite et Égypte. Alors il y a l'Inde au milieu, mais Arabie Saoudite, il y a le conflit au Yémen qui est un sérieux problème par rapport aux droits de l'homme. Et puis
en Égypte aussi, parce que on leur a beaucoup vendu des, de l'équipement qui clairement a autre chose à voir que la lutte antiterroriste. C'est une stratégie industrielle qui est déployée là, pas du tout une stratégie de défense. Et la lutte antiterroriste a vraiment bon dos en Égypte. Et puis, il y a un autre aspect de la France, c'est qu'il n'y a pas de contrôle parlementaire. Donc, c'est important, c'est très symbolique. Les licences sont gérées par l'exécutif en France. Les contrats qui sont accordés, ils sont gérés par un comité qui est constitué de délégués du ministère des Affaires étrangères, du ministère des Armées et du ministère des Finances. Euh, donc ça, c'est l'exécutif entièrement qui siège pour décider du bien fondé de certains contrats. Mais il n'y a pas de contrôle parlementaire, il n'y a pas de contrôle de la représentation nationale. Et ça, c'est quelque chose qui pose aussi problème. Donc, des députés commencent à dire qu'il faut un contrôle parlementaire parce que comme ça, il y aurait plus de transparence et chacun pourrait demander à son député ce qu'il a voté euh, lors des contrats d'armement. Est-ce qu'il a voté pour ou contre le fait d'armer tel ou tel pays? Euh, et alors, il y a, pour être tout à fait précis, il y a une commission en cours d'examen de ce qui pourrait être fait. Elle est constituée d'un député En Marche et d'une députée républicain. C'est Jacques Maire pour En Marche et Michel Tonolo, je crois, pour les républicains. Et ils examinent ce qui pourrait être fait. Mais pour l'instant, rien de concret n'est sorti des cartons. Alors, de quoi on parle précisément? Donc, sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite, en fait, il s'agit d'un contrat qu'il y a eu avec le Liban et des frégates ont été vendues pour mettre en œuvre le blocus vers le Yémen. Et il y a aussi des missiles qui ont été vendus pour tirer, des canons qui ont été vendus pour tirer vers le Yémen. Donc ce sont ces équipements-là qui posent problème. À la base, ils n'étaient pas destinés à l'Arabie Saoudite, ils étaient destinés au Liban avec un transit via l'Arabie Saoudite, mais le contrat ayant été annulé, ces armes sont utilisées à d'autres fins. Donc c'est pour ça qu'on ne sait pas très bien où est-ce qu'elles sont parties. Euh, et puis il y a les ventes d'armes à l'Égypte. Donc sous prétexte de la lutte terroriste, on a vendu des avions Rafale, les premiers, euh, des frégates, la fameuse frégate Mistral, du matériel de maintien de l'ordre. C'est là où on voit dans le reportage qui est donné à la fin, on voit des gens d'Amnesty qui travaillent à vérifier des enregistrements vidéo pris par des civils pour identifier des équipements français utilisés pour le maintien de l'ordre. Donc par la forme des meurtrières, par la forme du pare-brise ou je sais pas quoi, on arrive à identifier que ça, bah ça c'est made in France. Donc ça n'a pas à être vendu et à être utilisé contre des civils. Euh, et puis il y a une autre, et c'est là c'est intéressant parce qu'on voit que l'industrie de la défense, c'est pas simplement des armes et des canons et des pistolets, c'est aussi de plus en plus un matériel de surveillance massive de la population qui est déployé sur le territoire égyptien depuis l'arrivée du général Sissi. Euh, Ça sert à museler les opposants, les frères musulmans, mais pas seulement. Toutes les conversations sont interceptées et manipulées et fournies aux médias d'État pour être utilisées hors contexte. Enfin voilà. Donc ça, c'est des entreprises françaises qui vendent ce matériel et qui l'ont en plus se sont fait taper sur les doigts par le passé parce que ça avait été vendu euh, à des régimes discutables pendant le printemps arabe, mais elles refournissent le même équipement. C'est des entreprises comme Nexa ou Aircom. Évidemment, toutes ces entreprises ne cherchent pas à la communication. Hein. Leur service communication cherche plutôt à veiller qu'on ne parle pas trop d'eux. Euh, c'est quand même choquant parce que ça veut dire que ce sont des technologies interdites en France qui sont développées pour des régimes qui oppriment euh, par des ingénieurs français. C'est c'est quand même, c'est quand même étonnant. Et puis, bah, c'est le double discours le problème. Parce que
On ne peut pas, sur la scène internationale, au niveau de la diplomatie, c'est là qu'on voit que ça dépasse totalement l'industrie de la défense. On ne peut pas aller sur la scène internationale demander à des pays de respecter des traités comme le traité de Paris, par exemple. Euh, euh, on ne peut pas demander de respecter les traités alors que la France elle-même ne respecte pas les traités qu'elle a signés. Et ça, les dirigeants des pays invoqués sont les premiers à dire que la France ne respecte pas les traités qu'elle a signés. Donc, le traité enfin, le traité qui régit le commerce des armes, le TCA, de 2014. Et donc, ça pose un problème d'hypocrisie, en réalité, de la France, qui n'est pas crédible comme interlocutrice si elle ne respecte pas elle-même les traités qu'elle a signés par ailleurs. Donc, c'est pour ça que cette question de la défense, ça dépasse juste la question euh, de l'armée française. Alors, quels sont les obstacles? Le secret défense, on en a parlé. Même les juges français, lorsqu'il y a des affaires de rétrocommission, par exemple, ne peuvent pas enquêter sur les différents marchés parce que les documents auxquels ils pourraient avoir accès sont classés confidentiels, secret défense. Un autre très gros problème, c'est que les entreprises, des CNS, Naval Group et autres, forment des bassins d'emploi. Et en plus, voilà, dans une industrie française qui est à la peine, ce sont de bons employeurs. Près de chez nous, à Nantes, il y a des CNS. Pour beaucoup de gens du coin, être employé à des CNS, c'est le rêve. C'est un objectif très clair pour eux. Donc, euh, ça, c'est difficile de dire que, enfin, si on se fait accuser de vouloir démanteler ces bassins, euh, c'est compliqué. Et même politiquement, c'est compliqué. À savoir aussi que il ne faut pas dire que tout ce qui sort de chez DCNS, par exemple, est discutable. DCNS récemment a sorti un navire qui a été équipé pour surveiller la pêche dans les eaux internationales sur une mission de l'ONU pour surveiller que la pêche au thon se passe dans des conditions telles que les traités le régissent. Évidemment, personne n'a rien à dire contre ça. Donc tout ce qui sort de ces entreprises, de chez Airbus par exemple ou autres, c'est pas destiné à la guerre et voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut faire preuve de discernement. Il y a peu de relais politiques parce qu'il y a un historique de chacun des partis dans ce marché-là. En ce moment, il y a eu une commission parlementaire l'année dernière avec le ministre Mme Parly, euh, à qui on posait des questions sur le fait qu'on continuait là, ces jours-ci, avec enfin, ces derniers mois, à fournir l'Arabie Saoudite en armement sous prétexte d'un contrat qui avait été signé. Évidemment, elle a été la première à dire à ce ministre socialiste qui critiquait qui posait des questions là-dessus, à dire mais ce contrat, c'est pas nous qui l'avons signé, c'est le gouvernement précédent. Et ainsi de suite. On voit dans le document que c'est Michel Alliot-Marie, cette fois eurodéputé de droite, qui défend la stratégie d'entreprise française. Donc, parce qu'il y a cet historique, c'est difficile politiquement de s'en faire le relais. Euh, L'obstacle, c'est que c'est un marché totalement en dehors des autres. Là, par exemple, le lobby, hein, je vais passer aussi sur ce point-là, le lobby a demandé une rallonge budgétaire suite à la crise du Covid, sans qu'on sache très bien pourquoi ce milieu-là avait besoin de plus de, de rallonge que d'autres, comme la santé ou autre. Euh, Récemment, on est en train de décider sur le système de propulsion d'un porte-avions qui va remplacer le Charles de Gaulle. On parle d'un porte-avions Obama à 5 milliards, et là on vient de décider que finalement on va lui mettre une propulsion nucléaire à 7 milliards. Donc les chèques qui sont signés sur l'industrie de l'armement, comme ils sont couverts, comme ils n'en parlent pas trop, eh ben, c'est des dépenses colossales. Et lorsqu'on recule, on prend un peu de recul, on se dit que cet argent-là, dans un monde en crise, pourrait être placé et avoir des effets bien plus intéressants sur la question de sécurité et de défense sanitaire. Euh,
Donc voilà, il y a des mythes solidement, je dirais ça solidement, solidement ancrés dans la société. Et dès qu'on commence à dire, ça rejoint aussi le point de la caricature, dès qu'on commence à dire, mais euh, vraiment, est-ce qu'on devrait exporter de la sorte? On nous accuse de vouloir démanteler des bassins d'emploi, d'être contre la sécurité nationale, d'être utopiste, d'être démago, etc. Démago, pour reprendre des mots d'Emmanuel Macron récemment, lorsqu'il s'agissait d'armer l'Arabie Saoudite. Euh, donc, euh, donc c'est difficile d'être nuancé. Et c'est pour ça que les ONG euh, cible précisément certains contrats où là, l'opinion publique ne peut pas, enfin, où c'est difficile de défendre la position nationale. C'est pour ça qu'on cible des points bien précis. Donc voilà, pour pouvoir hésiter à la caricature l'utopie pacifiste qui est souvent rétorquée à ces ONG. Et puis, un gros manque d'informations. Beaucoup de gens ne savent pas très bien, y compris ceux qui travaillent, ne savent pas très bien la destination de leur réalisation. C'est souvent des challenges technologiques intéressants pour les ingénieurs qui travaillent dedans, avec beaucoup de moyens, mais ils ne savent pas très bien ou ne comprennent pas forcément les euphémismes euh, qui sont utilisés lorsqu'on parle d'efficacité de ces équipements. Donc, quels sont les objectifs précis d'associations comme Stop Fueling War? L'arrêt des salons d'armement, comme Eurosatory, Milipol. Eurosatory, c'est sur de l'armement, de l'équipement de guerre, hein, voilà. Et Milipol, c'est sur le maintien de l'ordre, la sécurité intérieure, la police, etc. Ce genre d'équipement contre les manifestations, ou voilà, ce genre de choses-là. Donc, la France n'a pas organisé ces salons. Il n'y a pas de, de raison d'être le fleur de lance de ces industries-là. Ce qui est demandé, c'est la fin des contrats avec l'Égypte et l'Arabie Saoudite, dénoncer ces contrats. Euh, et puis l'instauration d'un contrôle parlementaire sur les licences accordées pour plus de transparence. De manière générale, plus de transparence, la levée du secret défense, enfin instaurer une limite au secret défense lorsqu'il s'agit d'activités de corruption, par exemple, ou autre. Et puis, redéfinir, c'est ça qui est intéressant avec Stop Fueling War, c'est redéfinir ce qu'on entend par sécurité et défense, notamment après le Covid. Euh, Est-ce que la sécurité, l'équipement de sécurité et de défense, ça serait pas plus des hôpitaux, du matériel médical et autres. Euh, euh, et aussi aller sur les causes des conflits armés. Les causes des conflits armés sont très souvent des raisons diplomatiques ou peut-être environnementales ou industrielles et finalement aller aider à construire l'industrialisation de ces pays, c'est aussi travailler pour la sécurité et la défense nationale parce que euh, ça évite les conflits armés et ça évite de vendre des armes pour les nourrir. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des assemblées? On peut relayer ce qui est fait par les associations, s'informer, informer les autres, accueillir lorsque les salons, on pense que même si celui de 2020 a été annulé, il y en aura d'autres hein, en France. Donc accueillir des gens des différentes associations voilà, pour les accompagner, pour les aider. Y aller nous-mêmes sur ces salons pour montrer qu'on n'est pas d'accord, montrer que le fait d'utiliser ces salons pour faire un divertissement familial, c'est quand même assez choquant. Euh, voilà, suivre les évolutions, c'est-à-dire en rejoignant Stop Fueling War, en s'intéressant à ce que font Amnesty, ACAT et autres. Utiliser les réseaux sociaux pour relayer leurs messages, parce que la puissance des réseaux, c'est quand même à peu de frais, ça permet de relayer un message. Euh, et puis aider l'association par rapport aux problèmes qu'ils ont au niveau administratif. Stop Fueling War cherche de l'aide matérielle sur du secrétariat pour, en trouvant quelqu'un qui connaît bien le monde associatif, qui connaît bien la différence loi 1901 loi 1905. Il y a un souci avec Stop Fueling War sur ça, ils ne savent pas très bien comment se situer. Euh, Quelqu'un qui parle bien français, qui comprend des documents juridiques, ce à quoi ils servent, etc., pour aider.
aussi pour aider sur la traduction de documents, sur la compréhension des documents, ou même la relecture pour que ça passe mieux dans des médias. Alors, il y a des sources qui vont avec ce diaporama. D'abord, le CIPRI, c'est une espèce de groupe de recherche sur la question de l'armement. C'est là où on retrouve tous les chiffres mondiaux sur l'industrie. Il y a une journaliste qu'il faut signaler, c'est Anne Poiret, qui fait un travail formidable sur, sur la question de l'armement. Et peut-être la porte d'entrée pour comprendre toute cette question de l'armement, c'est d'aller sur ce lien-là. C'est un film qui s'appelle Mon pays fabrique des armes, qui est sorti l'année dernière avec un livre aussi, Mon pays vend des armes. Euh, il y a certains passages, notamment où des gens de la Commission européenne expliquent la situation bancale de la France dans cette question-là. Et on voit un peu les ficelles qu'utilise la France pour s'accrocher à ces contrats. Euh, et donc Anne Poiret, Mon pays fabrique des armes, on le trouve sur YouTube en tapant ça. C'est un documentaire qui dure 1h13 et qui est vraiment très intéressant sur la question, sans doute ce par quoi il faudrait commencer. Et puis Stop Univoque qui fait des podcasts super intéressants, qui étudient les alternatives, les problèmes de termes et des mythes un peu associés à la question. Voilà, en espérant que cela soit utile. Euh, je, nous, dans le comité, on a jugé que c'était vraiment une question à laquelle il fallait qu'on s'attache, qu'on ne pouvait pas laisser passer. Allez, bonne journée!